Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de Family Group Télévision. Vous, les amoureux de l'émission Entrevue, je vous salue et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Nous serons soutenus ou accompagnés d'une équipe technique costaud qui est composée de Hugues Assisakio et Merdi Soukama. Aujourd'hui, tel que vous le savez, l'actualité reste dominée par la guerre en République démocratique du Congo, dans sa partie est. Nous citons Goma, Bukavu, Ituri. Entre-temps aussi, vous savez que l'Assemblée provinciale du Congo central avait reçu pour la toute première fois tous les présidents provinciaux des assemblées provinciales, tous les présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Ils étaient ici où ils ont passé un séjour du 10 au 13 au sein de l'hémicycle provincial. Qu'est-ce qu'ils ont parlé? Nous allons essayer de décortiquer au cours de cette émission Entrevue. Sur ce, nous avons reçu pour vous un chevalier de la plume, il est aussi juriste de formation. Il s'agit de M. Moïse Kunda, que je m'en vais tout droit à saluer. Moïse, bonjour. Bonjour, chers confrères, et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices du groupe Family Télévision. Et très ravi de savoir qu'ils sont là, très nombreux en train de nous suivre au courant de cette grande émission qui soit des journalistes et au cours de laquelle nous analysons des sujets saillants. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, on allait recevoir 3 journalistes, malheureusement, qui sont occupés, les 2 autres. Il s'agit de Van Kabasele et Elka Mafola, qui se sont excusés. Voilà, je ferai que nous puissions être seulement avec le confrère Moïse Kunda. Moïse Kunda, la situation de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis plus de 3 décennies, il y a la partie est de la République n'est pas en paix. C'est toujours attaqué, menacé, les M23, les FDLR, les AFDEL et beaucoup de groupes armés. Et qu'est-ce qui est réellement à la base de cette situation dans la partie est de la République? Pourquoi des guerres en répétition? Bon, la situation est tellement complexe et que cela ne date pas d'aujourd'hui, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Plus de 30 ans, 30 ans déjà comme pays agressé, cela dit beaucoup. Cela fait exactement allusion à quelque chose qui est entretenu, parce que un enfant de 30 ans, donc il aura déjà terminé ses études, il sera déjà né et puis envoyé au point de l'école, il aura déjà terminé ses études, il sera déjà également un grand responsable quelque part. Donc on comprend par là, il peut être déjà marié, il a marié des enfants, il travaille quelque part. Donc par là, on comprendra que c'est une situation qui est entretenue quelque part, qui est entretenue. Il y a des gens qui prennent soin de cette histoire, de cette affaire. On peut même voir, on peut se permettre de se le dire, il y a même des gens qui sont à l'interne, tout comme à l'externe, parce que l'ennemi ne peut pas vous assiéger, vous attaquer pendant autant d'années comme ça, et sans qu'il soit en connivence avec ceux qui sont à l'intérieur. Donc voilà un peu, la situation est un peu complexe. 30 ans, c'est beaucoup. Et qu'est-ce qui fait que ça perdure? Et voilà ce que je viens de dire. Donc c'est une situation, une affaire qui est entretenue par des gens, par des groupes et consorts. Et les problèmes, le vrai, c'est notre sol, notre sous-sol. Donc c'est comme si on pouvait dire quelque part, donc donc c'est ce qui est à la base de la convoitise. Voilà. Justement, c'est ce qui est à la base de cette guerre, parce que la guerre n'est pas, parce qu'on parle de la rébellion parfois, la guerre,
on est un peu dans la confusion. Parce que une guerre, une rébellion, une guerre ne fait pas nécessairement allusion à une rébellion. Parce que souvent on parle de la rébellion, souvent on parle de la guerre, etc. etc. Mais ce qu'on voit là, c'est pas vraiment de la guerre, c'est de l'affaire. C'est du mercantisme en quelque sorte. Donc ce sont des groupes de gens qui se sont réunis ou qui ont traité cette histoire justement pour s'attirer d'une guerre, pour s'attirer de l'argent, pour s'attirer de quelque chose, et cela émanant de notre sol et des sous-sols. Alors s'il faut parler de la guerre, là nous allons dire que c'est la nation congolaise qui se bat avec une autre nation. Ah, parfois ça donne cette impression, mais à un autre moment ça ne donne pas cette impression parce que, comme il en est le cas maintenant, on voit notre propre frère, Nana, qui... Ce n'est plus l'M23 qui est au devant, c'est notre propre frère Nana qui est devant. Nous allons parler de choses qui a entretenu, et puis voilà. Il faut vraiment avoir des yeux, il faut avoir un esprit posé pour comprendre cela dans sa profondeur, que le mal est profond et ça date depuis longtemps. C'est vrai, les régimes en place devaient trouver des solutions. C'est ce qu'on doit reprocher à ces régimes. Et il avait l'obligation de trouver des solutions parce qu'il a trouvé les problèmes. Et c'est ce qui n'est pas le cas. Donc, le Congo est en train d'en pâtir. Voilà. Moïse, si on peut faire marche en arrière pour essayer un peu d'interroger l'histoire. Nous sommes en 1885, la conférence de Berlin, les grandes puissances du monde se sont réunies en Allemagne pour découper l'Afrique. Et nous, les Congo, nous sommes restés Congo à l'époque avec comme colonisateur belge. Et aujourd'hui, c'est presque beaucoup de grandes nations qui sont derrière des groupes armés, des rébellions qui se naissent du jour au jour à l'est de la République. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas eu un problème lorsqu'il y a eu une conférence de Berlin? C'est de là que les choses sont parties. Ça c'est ma propre analyse. Je me suis toujours rendu compte et je me suis toujours dit, c'est le même ordre d'idée, qu'après la conférence de Berlin ici en 1885, c'est comme si les décideurs de cette conférence s'étaient rendus compte bien après qu'il ne fallait pas, ça c'est pour eux, il ne fallait pas concéder à la République démocratique du Congo une si grande étendue. Comme si le 347 était plus. Voilà, était plus. Et après, c'est là qu'ils ont commencé à créer des confusions en utilisant nos propres frères congolais. C'est là, c'est comme si nous nous sommes entendus pour se partager de quelque chose maintenant. Moi, je vous donne les prix, vous acceptez, et à un certain moment, je tourne encore, je vais trouver, bon, prenez l'exemple d'une maison familiale. Moi, je vais personnellement acheter. Je vais, je vous trouve, nous nous sommes convenus d'un prix, et puis à un moment, et puis j'utilise encore votre propre frère pour qu'il puisse nier le prix et qu'il accepte ce que moi je vais encore proposer à lui. J'utilise encore un autre prix. C'est la ruse. Justement, c'est la ruse de la force internationale, communauté internationale actuellement, et qui a utilisé cette ruse-là, parce qu'ils se sont rendus compte bien après qu'on ne pouvait pas donner à la République démocratique du Congo une si grande étendue comme ça. Et c'est de là que les problèmes sont partis, et c'est de là qu'est née également la troïka occidentale, où nous voyons les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. C'est là aussi les grands problèmes. Ce sont ces trois pays ici que nous devons, en tout cas, à chaque fois, suspecter quant à ce qui concerne cette guerre-ci. Cette troïka ici, c'est cette troïka ici qui joue un rôle très important dans la question sur le conflit, ici dans la région du Grand Lac, ici en Afrique. Vous voyez un peu. Donc c'est là que le problème est né. Et justement, il fallait maintenant réfléchir. Parce que le problème avec les Blancs ou ces Occidentaux, c'est qu'ils réfléchissent 20 ans après, 30 ans après. Ce qui n'est pas le cas pour nous les Congolais. Nous, on réfléchit 5 ans, à 5 ans, si tu dois partir, l'autre doit venir, sans se rendre compte que le même système va continuer. Vous voyez un peu. Et ils réfléchissent 20 ans après, 30 ans après, horizon 2050. Et ils sont déjà là-bas. Vous voyez un peu. Et ils s'étaient mis sur la table et ils ont réfléchi de la sorte que maintenant, que faire parce que l'erreur a été déjà commise. Que faire maintenant? Il faut embrouiller les Congolais. Il faut ne pas permettre
au Congo d'avoir une gouvernance forte. Vous voyez, ce sont déjà des idées qui étaient sur l'air, papier, sur la table. L'erreur étant déjà consommée, il faut maintenant contrôler cette erreur-là. Il faut que le Congo n'ait pas une gouvernance forte, il faut que le Congolais n'ait pas des institutions fortes, et justement, dans cette situation, c'est par là qu'ils vont se permettre, ils auront du coup le couloir ou de la vague de pouvoir agir ou d'opérer sous les yeux impuissants, bien entendu, de la population qui peut-être ne peut pas agir dans le sens de s'imposer en quelque sorte. Vous voyez un peu? Donc c'est de là que le problème est né à partir de la conférence souveraine. Là, la conférence de Berlin. De Berlin. Là, on a découpé l'Afrique. C'est à partir de là que le problème est né. Donc nous devons comprendre que tout ce qui se passe aujourd'hui là, ce sont des choses qui ont été déjà mises sur papier, que voilà, le Congo ne doit pas avoir une gouvernance forte parce que nous venons de commettre l'erreur de leur concéder cette grande étendue, et faisons en sorte qu'il n'y ait pas des institutions fortes. Et c'est à partir de là que nous allons créer des organismes, nous envoyons là-bas, parce que nous le voyons même aujourd'hui. Je vais prendre un exemple terre à terre. Nous sommes adhérés à cette histoire des droits de l'homme. Quand, par exemple, un Koulouna s'attaque à une pauvre maman, et jusqu'à le couper, je ne sais pas voir dans quelle partie du corps. Personne n'en parle. Là, les droits de l'homme, là, ça ne lui concerne pas. Mais si la population se décide de faire la justice populaire, les droits de l'homme est là, ou si le gouvernement justement parce que le Congo ne doit pas avoir des institutions fortes. C'est à partir de là. Et nous aussi, les Congolais, parce qu'ils ne viennent pas d'eux-mêmes comme ça. Ils utilisent les Congolais, nos propres frères, et pour le but un peu mercantiliste en quelque sorte, parce qu'ils savent que le Congolais est facilement corruptible, le Congolais peut être trahi facilement, ils ont déjà étudié tout ça. Ce sont des choses que nous vivons, qui ont été déjà calculées, tout ça. Ils ne changent que des stratégies, tout ça, mais le but ou l'objectif est resté le même. D'où il fallait même aboutir à la balkanisation. Voilà. Donc c'est ça l'objectif, c'est de balkaniser les Congos. Justement. Lorsqu'on voit même à l'époque où Joseph Kasavubu était président de la République, il y a eu des sécessions katangaises, Moïse Tchombe à l'est, au Katanga, et quelque part il y a eu Balubakat, donc le pays était subdivisé en morceaux, parce que tout le monde voulait à ce qu'il puisse être leader là où il est dans son coin. C'est toujours le même jeu de ces mêmes personnes, de ces mêmes occidentaux. Ils ont tourné un peu comme, passez-moi les temps, ils ont cédé. La République démocratique du Congo, ils sont devenus indépendants, mais on doit quand même les déranger. Ils ont tourné en bourrique les Congolais. Ils vont aller dire à Lumumba autre chose. Ils vont aller susciter encore autre chose à Moïse Tchombe. Ils vont aller justement, c'est pour que nous ne puissions pas avoir un Congo fort, des institutions fortes. Et justement, puisque le Congo était encore dans sa jeunesse, en train de naître comme un État souverain, et voilà, c'est comme ça que le président Kasavubu s'est fait avoir. C'est ce qui a fait que 5 ans après, Kasavubu n'était plus possible. Justement, il se fait avoir facilement, et il faut comprendre aussi à cet État, le Congo venait de naître comme un État, et peut-être on peut dire qu'il ne maîtrisait pas encore la roue. Moïse, nous sommes en train de réfléchir, fidèles téléspectateurs. Mobutu est arrivé en 1965 avec le même pays, le même Congo, 2 345 410 km². Les Occidentaux étaient toujours là, mais du moins il a fait 32 ans au pouvoir. Et durant les 32 ans, c'est après 20 ou 25 ans comme ça, qu'il y a eu démocratie et que le pays a commencé à subir certains troubles. Qu'est-ce qu'on peut dire de Mobutu? Il était plus fort ou il avait une stratégie pour essayer de gérer le pays? Bon, comparer cette époque-là, il y a pratiquement presque 60 ans ou 5 ans. C'est 55 ans, plus de 50 ans, plus de 5 décennies, donc c'est quand même beaucoup. Les enjeux de ces moments-là, de cette époque, 65 à voilà, ce ne sont pas les mêmes enjeux de maintenant. Et à cette époque-là, moi je pense que l'Occident avait trouvé qu'il pouvait coopérer avec Mobutu, et Mobutu aussi s'était rendu à un homme ouvert, et c'est pourquoi ils étaient là calmement. Mais il faut mettre à la tête qu'il y a des choses qui ont été aussi conclues avec Mobutu. Ils avaient leur cahier de charge, ils avaient des principes, c'est pourquoi ils avaient la grande liberté de soutenir Mobutu et tout ça. Et ce qui est arrivé à Mobutu, c'est la même chose qui va arriver à Katanga.
Parce que ces gens-là fonctionnent de cette façon-là. Quand vous êtes dans la politique internationale, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils vont vous utiliser à un certain moment. Quand ils voient que non, en tout cas, ça suffit, ils vous disent que ça suffit. C'est comme on dit à Nunga, la mort qui se fait sur 10 ans ou soit 20 ans, il y a rien. Et à un certain moment, passez-moi les Nunga, excusez-moi, à un certain moment, et ils vont vous dire que c'est fini, le moment est là, vous devez mourir, vous devez partir. C'est ce qui va également arriver à Kagame d'ici peu de temps. Donc Mobutu, je pense que comme je l'ai dit tantôt, les enjeux de cette époque n'étaient pas les mêmes enjeux qu'actuellement. Donc Mobutu s'était livré à un bon élève, tout ça, et il pensait à ce moment-là que ça pouvait marcher bien, et ça a bien marché, et ils ont fait les Mobutu à partir de leur cahier de charge, un homme fort, puissant, parce que les rôles qu'avait Mobutu à l'époque, c'est les rôles qu'il avait maintenant de jouer maintenant. Très bien. Voilà, c'est les mêmes rôles. Donc les choses se sont seulement renversées. Comme Mobutu est parti, il y a eu un peu de désordre qui peut-être ils n'ont pas pu maîtriser. C'est alors qu'ils ont tourné les dos, celui qui devait venir était venu avec le même esprit, mais quand il est arrivé sur place, je parle de musée de Laurent Désiré Kabila. Quand il est arrivé sur place, quand il a vu les cahiers de charges, j'ai parié que les choses étaient améliorées, c'est comme dans un contrat. Et quand nous voulons renouveler le contrat, il y a des choses qu'on peut ajouter, des choses qu'on peut retrancher. Je pense que Mouzé Mena, à son entrée, a vu que c'était un peu exagéré et qu'il ne pouvait pas gober toutes ces choses. C'est de là que le rôle a été renversé. Parce que si Mouzé aussi avait accepté les mêmes choses, aujourd'hui, peut-être il allait toujours rester au pouvoir comme Mobutu. Il ne serait pas assassiné. Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça que l'air politique. Partant de Mobutu, de M. Laurent Désiré Kabila, et il y a Kabila qui est venu, Joseph, qui a trouvé un pays déchiré, où il y a eu des groupes armés partout, il y a eu des rébellions avec le MLC, dans la partie centre, c'est ouest. Il y a quelque part le MLC, il y a le avec le Laurent Kunda, tout ça. Alors, Joseph Kabila a trouvé que c'est bon de réunir tout le monde avec le système de 1+4, ce qui a fait que nous puissions avoir des élections à 2 reprises. Et aujourd'hui, nous avons le pouvoir de Félix Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que ses prédécesseurs, entre autres, Tshisekedi Kabila, Désiré Kabila, Mobutu, ne peuvent pas servir d'exemple ou de modèle pour que Tshisekedi essaye un peu d'avoir des moyens de pacifier le pays? Le vrai problème, c'est ça. Comme je l'ai dit tantôt, ces gens avaient l'esprit ou l'objectif de pérenniser le même système qu'ils avaient avec Mobutu. Ils voulaient seulement changer l'homme et puis me remplacer à un autre homme, mais avec le même système. Ce qui n'a pas marché avec Mouzé, parce que Mouzé, arrivant sur le terrain, il a trouvé que je ne pouvais pas gommer toutes ces choses. Et il a même parlé de l'accord de l'Amira. L'accord de l'Émirat. Excusez-moi. Mouzé a livré au peuple congolais la vérité de tout ce qui était dans cet accord de l'Émirat. Il a tout dit, et jusqu'à ordonner à ceux qu'on puisse s'en prendre, s'attaquer au Rwandais, tout ça. On sait tous ce qui s'était passé. Voilà. C'est là où que les Occidentaux se sont rendus compte que j'ai baby. Donc, il fallait rétablir rapidement la chose. Et Mouzé est assassiné. Et les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. Kabila est venu. Et Kabila, on ne peut pas se voir la face, a accepté les choses. Mais c'est seulement qu'il y avait déjà eu d'autres Congolais qui s'étaient déjà soulevés et qui ont créé des rébellions à gauche et à droite et tout ça. Il fallait maintenant les réunir, tout ça. Et là, je parle des Occidentaux. Il fallait chercher de les réunir et essayer de rétablir un peu les choses pour poursuivre leur objectif d'avoir toujours la même mise sur les minéraux congolais. Voilà, ce qui n'a pas aussi peut-être aussi bien marché, parce qu'avec Kabila, il a quand même accepté avec les accords qu'il a signés, parce qu'on se les dit aujourd'hui, le M23 réclame l'application. Il ne réclame pas quoi que ce soit, il réclame l'application des choses qui existent déjà. Donc, on comprend par là que Tshisekedi refuse, ne s'est pas comporté à un bon élève. Il refuse d'appliquer ce qui a été déjà sur la table. Vous voyez un peu, ce que les Congolais trouvent que c'est bon, puisqu'il refuse. Donc, ce qu'il joue, il joue pour nous, il ne joue pas contre nous. Voilà un peu. Kabila est venu. Oui, si vous plaît, plusieurs Congolais se posent cette question.
Les M23, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils réclament? Ils réclament l'application de l'accord de 2009 et l'application de l'accord de 2012. C'est clair. Accord de 2009, 2012. C'est ce qu'il réclame. Celui qui est venu se montre un peu dur. Il est en train de compliquer les choses, selon eux. Parce que ce sont des choses qui existaient déjà. Lui devait seulement appliquer. Et s'ils avaient l'esprit d'appliquer ces choses, il l'aurait fait. Et puis, le pouvoir lui serait garanti, tout et tout. C'est là où je suis en train de dire que c'est là où les Congolais sont en train, malgré il y a des fautes graves qui ont été aussi commises, on doit se les dire sous ces régimes, mais c'est à partir de là que les Congolais sont en train d'accorder un peu de crédit à ces régimes ici. Je crois que le régime aussi a failli dans beaucoup d'endroits. Je crois peut-être en évoluant, on en parlera. Donc, ce qui fait que si c'est qu'elle dit, où le régime en place a un peu de difficulté de pouvoir s'inspirer du régime passé. Parce que le régime passé n'a pas vraiment du tout vaincu ou neutralisé ces rebelles ou fini avec cette rébellion. Parce qu'on vous avez donné cette impression en 2013 que non, vraiment c'est fini. Voilà. Or, c'était fini sur, comment dirais-je, c'est-à-dire, de guerre, c'était fini. Mais c'était à quel prix? C'était à ce niveau-là. À quel prix? On peut dire que peut-être le président Joseph Kabila à cette époque avait refusé à ce qu'il y ait bien des sangs, quoique les Congolais déjà étaient en train de mourir déjà en cascade. Mais je ne sais pas quelle était la raison. C'est là où nous sommes arrivés au brassage, au mixage, ainsi de suite. Parce que c'est déjà ce qu'ils réclament. Même lorsque nous irons, s'il va arriver à ce niveau-là, à dialoguer, vous allez voir que ce serait les mêmes choses qu'ils vont réclamer, et peut-être en ajouter encore d'autres. Vous voyez, les mixages, les brassages, c'est-à-dire entrer dans des institutions, entrer dans des entreprises, entrer, voilà. Quelqu'un veut parler de couloir militaire et couloir humanitaire. Vous voyez un peu. Donc c'est justement ça. On va toujours aboutir à ça. C'est ce qui fait que le régime actuel n'a pas pu s'inspirer du régime passé, parce que le régime passé n'ont pas montré un bon exemple quant à la maîtrise de cette guerre. Parce que si vous voulez maîtriser cette guerre, il faut absolument accepter les choses qui sont proposées sur la table, les choses qui vont à l'encontre des aspirations du peuple congolais. Vous voyez un peu. Donc, mesdames et messieurs, là, vous êtes en train de suivre votre émission Entrevue. Abeille Lukaou reçoit pour vous aujourd'hui Moïse Kunda. C'est un journaliste et il est en même temps juriste de formation. Avec lui, nous sommes en train d'analyser sur les réalités que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, entre autres la guerre qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. En 2009, il y a eu un accord signé entre le pouvoir en place. Là, c'était Joseph Kabila Kabange avec les groupes rebelles. Aujourd'hui, on parle de M23. M23. Mais il y a une sorte de duplicité en quelque sorte. Vous voyez, c'est les mêmes groupes, mais qui changent de nom parce que, c'est évidemment, parce que quand on aboutit au brassage, au mixage, les autres vont se dire non. Pourquoi d'autres groupes vont encore être suscités et ils vont encore réclamer la même chose quand vous les acceptez. D'autres groupes seront suscités et ainsi de suite jusqu'à ce que le pays tout entier va partir. Et c'est justement ça. Oui. En 2009, parce qu'on a connu des scènes de paix, il y en a eu nombreux. Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont entendus entre deux, le parti, la République démocratique du Congo et le groupe rebelle? Qu'est-ce qu'ils se sont dit pour qu'il y ait la paix en RDC? C'est justement la chose qui n'a pas, ou sinon les choses qui n'ont pas été évidemment bien révélées au peuple congolais. Parce que avec Mouzé, avec l'accord de l'Émirat, on avait vu quand même Mouzé, quand il a senti que c'était vraiment un danger, il a expliqué au peuple congolais. C'est ce que le président Kabila n'a pas su faire, mais avec les investigations, on a quand même trouvé des choses qui ont été dites là-bas, où on parle, il réclame la gestion militaire du nord et sud, parce que c'est la partie qui regorge beaucoup plus de minéraux. Je me dis, bon, ça fait plus de 30 ans que ces minéraux sont en contrebande, vendus tout et tout, c'est-à-dire on extrait violemment avec le sang, mais ça ne termine pas. Donc c'est la partie qui regorge beaucoup plus de ces matières premières,
tout ça congolaise. Et ces gens réclamaient dans cet accord-là, parce qu'on en a vu l'extrait, évidemment, 57% voilà, de la gestion militaire du Nord et du Sud Kivu, mais également la reconnaissance de leurs troupes armées qui, bien après, vont devenir des partis politiques dans les institutions. Vous voyez, un peu, c'était un peu toutes ces choses, c'était un peu du désordre, comme je peux dire, je ne sais pas comment expliquer ça. Un désordre au-delà du désordre, bien organisé, bien embelli. Vous voyez un peu ça? Et ce sont les mêmes choses qu'il réclamaient. Maintenant, il fallait céder cela. Et je ne sais pas, avec le président Kabila, et c'était passable. Hein. Pourquoi? On ne sait pas, parce que c'est la question que nous devons nous poser. Pourquoi a-t-il accepté? Est-ce que c'était pour éviter les bains de sang? Est-ce que de multiples questions? Or, la défense de la patrie est sacrée. Tu ne peux pas permettre à un rebelle, à un terroriste qui a tué tes propres frères, tout ça, de venir et vous coopérer. Il est encore là en train de diriger les autres frères. Ils auront quoi dans leur tête en les regardant? Parce que la justice qui n'a pas encore été peut-être faite, et pour justifier également les sacs qui ont été coulés, les sacs qui ont été les hommes et les femmes qui ont été tués. Donc toutes ces choses-là ont été réclamées. Voilà. Et qui sont jusqu'aujourd'hui réclamées par le F23. Parce que celui qui est venu n'est pas un bon élève. Il est venu, il dit déboulonnage. Ça commence déjà à créer des frustrations. Il est venu, il bloque un peu tout ça parce qu'on a, vous et moi, on a entendu le président Kagame qui a parlé de 60 millions de dollars qui bien avant commençaient à être versés pour le compte du Rwanda par rapport à ces militaires qui avaient accompagné le président Mzee Laurent Désiré Kabila, tout ça. C'est comme une sorte de subvention, tout ça. C'est bon, ça se dirait dans l'accord. Voilà. Maintenant, celui-ci qui est venu, il a coupé ça. Vous voyez, après, il y a un peu beaucoup de choses. L'affaire de cette guerre va de très loin. C'est seulement que ceux qui se sont succédés, et jusqu'à présent, la solution n'est pas encore trouvée. Et c'est en péril du peuple congolais qui est en train d'appartenir. Aujourd'hui, il y a l'AFC, Alliance Fleuve Congo, qui est né, avec un ancien président de la centrale électorale, quelqu'un qui a bénéficié de l'argent de la République. Aujourd'hui, il est devenu rebelle. Il réclame aussi le pouvoir de faire partir le régime en place. Entre guillemets, c'est lui qui en a fabriqué. Corneille Nangaa. Est-ce que la population peut aujourd'hui faire confiance à Corneille Nangaa et pourquoi? Est-ce que vraiment on peut faire confiance à quelqu'un qui prétend venir libérer ses frères, mais il les tue? Aujourd'hui, on est dans plus de 3000 morts à Goma. Plus de 3000. J'ai dit à quelqu'un, peut-être les 3000 là, on les cite tellement dans la bouche comme ça. Mais il faut les voir pour comprendre la pertinence. Mettez 3000 personnes comme ça. Il y a eu des corps déjà, même jusqu'à aujourd'hui. Il y a des assassinats qui continuent en état de décomposition, gisant les chaussées dans la ville, tout ça. Vous voyez, quelqu'un qui prétend venir libérer ce peuple congolais. Vous avez posé la question si le Congolais peut faire confiance en armes. Comment vous allez faire confiance à quelqu'un comme ça? Parce que c'est une honte nationale d'abord pour une personnalité comme Corneille Nangaa, qui est un Congolais, parce que lui d'ailleurs on ne doute pas, qui est un Congolais, on connaît son père, on connaît sa mère, qui est un Congolais, qui a bénéficié de l'argent, de la protection de ces pays qui a fait de lui une grande personne. Je m'étais dit, il était devenu d'ailleurs même une référence pour l'Afrique, pour le monde même en matière d'organisation des élections, parce que personne ne croyait que, je parle de la sphère internationale, personne ne pensait ou ne croyait que la RDC pouvait arriver à organiser des élections et aboutir à une passation pacifique du pouvoir. Tout à fait. Mais un ancien opposant et le pouvoir. C'était un grand honneur. Malheureusement, cela est balayé des revers de la mer par Corneille Nangaa qui, quant à lui, il réclame, il veut libérer le peuple congolais. Vous savez pas, comment on ne peut pas faire confiance? Parce que d'abord, en regardant Nangaa, qui prétend venir libérer le peuple congolais,
Congolais. Ils sont arrivés à Goma. D'abord, ils ont tué. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à tuer. Il y a un artiste qui venait d'être tué là, pendant les tournages. C'est un artiste révolutionnaire. J'ai lu son dernier texte de ces clips-là dont il tournait. Et il parlait des Congo aux Congolais. Et voilà, il a été tué, massacré. Après, ils vont lui revêtir une tenue militaire congolais, tout ça. Ce sont un peu des mascarades qui se passent un peu de ce côté-là, le jeu de l'ennemi. Il arrive, ils prennent Goma, et après, qui sont nommés? Ils nomment maintenant qui? Vous voyez bien les problèmes. Il y a un gouverneur et il y a voilà. Un gouverneur, il nomme qui? Il nomme les Rwandais, comme pour dire que ce n'est pas Nanga, ce n'est pas lui. Notre frère là, ce n'est pas lui. C'est seulement quelqu'un qu'on utilise, une marionnette, qu'on utilise pour flouer un peu le monde, tout ça, comme pour dire que ce qui se passe au Congo là, c'est entre les Congolais et les Occidentaux qui passent par le Rwanda pour armer, alimenter les groupes armés. Et cette fois-ci, il faut rajeunir. Parce que les gens doivent comprendre que pour le Rwanda, les gens qui l'ont aidé à assiéger le Congo par les passages et mixages, et bien avant, ils étaient déjà là. Cette génération-là était en train de partir déjà. Beaucoup ils ont gagné de l'argent, beaucoup sont partis en Europe, ils ont abandonné tout ça. Maintenant, il fallait un peu résister, créer une autre génération qui peut combattre encore pendant 30 ans, pendant 40 ans. C'est ça le calcul. C'est pourquoi je vous ai dit précédemment, que ces gens-là, ils réfléchissent 30 ans, 50 ans après, avant plutôt. Ils sont dans l'horizon 30 ans, horizon 2060. Ils sont déjà là-bas. Pendant que nous réfléchissons 5 ans ici, là, tu sais que nous soyons là. Nous sommes c'est le même problème qui va continuer et ainsi de suite. Le Congo n'aura rien. Vous voyez? Donc, ils jouent dans ce sens de rajeunir la génération. Et c'est évidemment ça, ils ont fait avec Nanga. Maintenant, parce que par quel miracle le M23 va se permettre de se mettre derrière Cornéna? On connaît tous le Wilingo Mala, tout ça. Et tout ça. Parce qu'hier, M23 était seul. Voilà, il était seul. C'est Nanga qui est devant. Nanga, président de la centrale électorale, il a organisé des élections. M23 existait déjà. Voilà. Aujourd'hui, Nanga, avec son groupe AFC, qui vient de naître il n'y a pas longtemps, c'est lui qui est le M23 présent. C'est quoi? C'est quelque chose qui est entretenu. C'est entretenir des bons goûts quelque part, entretenir. Ce n'est pas Nanga, ce n'est pas lui. Il est en train de dicter. On a des frères qui sont à Goma, tout ça, qui nous parviennent des informations. Souvent, ce qui se passe là-bas, j'ai dit à certains frères que arrêtons un peu de faire l'apologie de l'ennemi. Parce que ils sont organisés numériquement, sur le plan armement, ils sont dans tous les plans. Ils savent que si on fait ça, quand on va finir, il faut injecter les gens à l'humain. Tout ça, ils ont toute une armée numérique, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils font? Les Nanga là, ce ne sont pas... Non, entre nous soit dit, notre frère Nanga, où il a effectué les formations militaires. Nulle part. Nulle part. En regardant son frère là. Nulle part. Il a fait militaire. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont eux qui combattent. Nos frères là sont casés quelque part. Quand ils vont conquérir le village, tout ça maintenant, vous venez, sortez. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi vous voyez que même lorsqu'il faudrait nommer, Nanga n'a pas nommé les Congolais. Il a nommé des Rwandais. Ce qui fait que les Congolais, quelle confiance que les Congolais vont donner. Merci beaucoup Moïse Kounda, chers téléspectateurs, vous avez suivi. Quelles sont les causes de la guerre à l'Est? D'abord, tout est parti de Berlin 1885. Après, il y a eu des accords que le gouvernement passé ont signés. Et ce qui est là, ce qui est vrai, est que c'est Dieu qui nous a donné cette terre, la RDC, et il a mis tout ce qu'il a mis comme richesse sur notre sous-sol, et c'est ce qui est à la base de la convoitise. Donc, les Congolais, nous devons lutter, nous devons enseigner à nos enfants, nous devons enseigner à nos générations futures que nous avons la charge de protéger la République démocratique du Congo, tous les 2 345 410 km². Et Moïse Kounda, en 2 ou 3 mots, quelles sont les pistes des solutions qui peuvent amener notre pays à une pacification durable? Est-ce qu'il faut recruter plus de jeunes dans l'armée? Est-ce
il faut dialoguer avec l'ennemi ou qu'est-ce qu'on doit faire? Avant d'y arriver, permettez-moi d'aller glisser quelque chose. Très rapidement. Vous voyez, c'est pour ça même que toutes les choses même doivent partir au niveau de notre système éducatif. On n'enseigne jamais à nos enfants l'histoire des Simon Gimba. On n'enseigne jamais à nos enfants la vraie histoire, c'est-à-dire la vraie histoire du Congo. On n'enseigne jamais. On n'enseigne ça jamais. Ça doit partir de là. On n'a pas enseigné aux Congolais l'amour du Congo et l'amour des Congolais. Vous voyez un peu. Et ces gens-là, ils savent, ils jouent sur ça. Nous sommes encore dans un système d'enseignement lointain, d'ancien système, qui ne cadre même pas, ce qui fait même que même nos diplômes ne sont pas considérés ailleurs, malgré que même les corruptions, tout ça qui ont été maillés, les systèmes bien après. Mais ils savent que nous sommes encore trop loin. Les choses doivent partir même à la modification de notre système d'enseignement. On doit retravailler les choses. On doit enseigner aux Congolais les choses, nos enfants, dès le bas âge, qu'ils connaissent des choses comme ça se passe au Japon, notamment, et même des Américains. Donc voilà un peu. Alors, pour aboutir, moi je pense que la solution, la seule, c'est nous devons rentrer au processus de Luanda et Nairobi. J'analysais les faits, je disais à quelqu'un, le problème aussi de Kagame, c'est que Kagame, Bassim Tseke touche. Bassim Tseke touche. Par qui? Voilà, Bassim Tseke touche par le président actuel. Le fait de signer le cessez-le-feu, alors qu'il niait que ce n'est pas lui qui était le patron du M23. Mais pourquoi signer? Moi, je pense que quand il a signé ce cessez-le-feu, je pense que c'était voilà, et l'accord de Luanda et de Nairobi, c'est là où il s'est fait avoir en quelque sorte. Il s'est rétracté un peu, je ne pouvais pas faire ça, peut-être c'est commanditaire. Lui on dit non, tu ne pouvais pas signer parce que le fait de signer, de cesser le fait, ça montre que tu as la même mise, donc c'est toi, vous voyez un peu, c'est pourquoi il faut maintenant se comporter en voyou, en bandit, tout et tout. Alors, la ne cesse de crier haut et fort que le M23, est-ce que c'est nous, Congolais, qui avons élaboré les multiples rapports des Nations Unies et tant d'autres organismes internationaux? Est-ce que c'est nous qui avons cité que c'est l'armée rwandaise qui est sur le sol congolais? Il y a des rapports qui existent. Ils peuvent nier parce que nous sommes en train de lui incriminer. Ça, c'est bien. Mais les rapports qui existent là, ça n'émane pas de nous. Ça émane des Nations Unies et tant d'autres organismes internationaux. Donc, il est bel et bien au Congo. Dans la solution, rentrons dans les processus de Luanda et de Nairobi. Il y a tout un cahier de charges qui est là, des choses qui ont été bien structurées. Une fois c'est respecté, les choses vont revenir à la raison. Parce que le président actuel n'a jamais refusé de dialoguer. Il n'a jamais. C'est seulement qu'il ne faut pas dialoguer avec ceux qui sont comme des marionnettes. Non, il faut dialoguer avec les parents. Il faut dialoguer avec qui? Avec Kagame lui-même. Mais il a toujours dit, il faut lui-même. C'est parce que c'est lui le maître de la chose. Il faut dialoguer avec lui. Donc, rentrons dans le processus. On a suivi le président du Burundi qui a essayé un peu d'expliciter certaines choses, comment les feuilles de route ont été données, tout ça, même les processus pour les cantonnements, tout et tout. Mais c'est seulement que le Rwanda joue toujours le même jeu. Vous arrivez sur la table, vous parlez, il dit oui. Mais au moment où vous voulez appliquer, pas, lui, il est déjà là-bas, il bombarde déjà. Et c'est comme ça va aller comme ça. C'est toute une politique déjà bien organisée pour lui. C'est comme pour dire, même quand il dit que c'est fait, parce que d'ailleurs c'est un langage qui est déjà bien traduit par les Congolais. Quand déjà le Rwanda parle de cesser les faits, c'est qu'il veut se réorganiser, tout et tout et tout et tout. Donc rentrons dans le processus du Rwanda et de Nairobi. C'est là où il y a des solutions bien déterminées. Ce sont des processus qui ont été approuvés même par les organismes internationaux. Excusez-moi. Donc ce sont des choses qui ont été déjà approuvées. Les solutions sont là pour la paix. Parce que les Congos inquiétés, ça ne sera pas seulement les Congos, ça sera la région. Aujourd'hui, on parle de la guerre d'agression parce que nous n'attaquons pas. C'est aussi notre faiblesse. C'est là aussi les problèmes se trouvent. Mais une fois que la guerre là, parce que nous ne sommes pas forts, parce que nous n'avons pas de matériel de guerre adéquat pour attaquer. Il y a beaucoup de problèmes. Je ne sais pas si on a encore le temps pour en parler. Nous avons chuté il y a beaucoup de problèmes qui émaillent ces réactions-là, qui font en sorte que nous ne puissions pas agir. En parlant des traîtres internes, nous ne
parlons de traîtres externes et nous parlons d'une armée, je peux me permettre de dire un peu inféodée, en quelque sorte. Nous avons des patriotes et nous avons de ceux qui trahissent. Vous voyez un peu. Donc ça joue et les chauds et les froids. Et puis il y a une confusion un peu totale. Parce qu'on va attaquer, ou on va attaquer avec qui? Parce que les gens qui sont là-bas, on a attendu pour que Goma tombe. Ça m'a fait couler les larmes, chers confrères, à ce sens que le gouverneur militaire est tué, est assassiné. 48 heures après Goma tombe. Vous pensez que ces gens-là s'étaient réveillés? Voilà. Vous pensez que ces gens-là s'étaient réveillés d'un matin, ils disent qu'on pas Goma. C'est quelque chose qui a été bien travaillé, qui a été bien, c'était sur les papiers, on fera ça, on fera ça, on fera ça, et en complicité avec les généraux qui étaient là. C'est ça les conséquences des passages et mixages. Quelqu'un qui a fait 8 mois dans la rébellion, qui n'a jamais fait des prouesses dans l'armée, et il devient, en quelque sorte, officier supérieur. C'est ça. Parce qu'il y a eu dans les 11-12 généraux qui étaient là, sur place. Et ils ont pris fuite, ils ont abandonné les arsenals militaires et consorts, voilà. Vous voyez un peu. C'est ça le problème. Et avec notre armée, on n'attaque pas. Oui, c'est une faiblesse. C'est pourquoi nous devons réclamer ça. Mais nous devons aussi connaître les conséquences. Parce que la guerre, proprement dite, à niveau sens des mots, on peut savoir quand ça commence, mais quand ça termine, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises. L'histoire de l'Ukraine, il y a de servir de référence. Il y a des entreprises qui sont tombées, il y a des maisons, il y a des sociétés qui sont vandalisées comme aujourd'hui. La banque a des pillages, voilà. Les Congolais doivent savoir que nous sommes en insécurité. Mais Moïse Kounda, avec le démarche que font le pasteur, l'église catholique et l'église protestante, pensez-vous que ça va aboutir à une solution escomptée? Les problèmes, c'est un problème de confiance. C'est un problème de confiance. L'église catholique, les CC, et j'ai vu encore d'autres confessions religieuses qui se sont réveillées aussi, comme pour dire nous voulons savoir ce qu'il y a dans les cahiers des charges là, parce que nous sommes un pays laïque. J'ai vu l'islam, j'ai vu aussi les humanistes, il y en a beaucoup. Ils se sont dit, mais comment, pourquoi c'est seulement eux? Non, nous sommes un pays laïque, c'est pas grave, nous ne sommes pas entre nous, qu'ils viennent, qu'ils nous montrent aussi ce qu'il y a dans les cahiers des charges. Je sais que c'est là où ça va parler. Moi, personnellement, je sais. Mais que Dieu nous aide pour que ça ne puisse pas arriver là. Le problème avec les prélats, soit nos pasteurs catholiques, nos religieux, c'est un problème de confiance. Un problème de confiance. Ils doivent faire confiance à la population. C'est un problème de confiance. Bon, le gouvernement, officiellement, au travers du ministre de la Communication et des Médias, a dit à la voix haute que le président de la République n'a pas donné mandat. On les revoit. Moi, je pense qu'à mon niveau, peut-être, le président leur avait dit, je pense, j'assume, que je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre votre démarche parce que toute démarche qui tend vers la paix, à chercher la paix, est la bienvenue. Mais c'est seulement un problème de confiance. Est-ce que ça joue vraiment ce que nous voyons ou ça joue autre chose? Parce que déjà les pasteurs s'étaient donnés déjà à un certain moment au discours politique. Et au discours politique qui attaquait les pouvoirs. Vous voyez un peu, à un moment, vous avez confiance, à un autre moment, vous dites, est-ce que c'est vraiment ce que nous voyons parce que nous connaissons les Congo, comment ça fonctionne, et d'autres déjà disent, non, c'est comme disent la religieux, c'est pas ce qu'on fait la vie. C'est des religieux, c'est des confessions religieuses, depuis les temps, joue toujours pour les Occidentaux, tout ça. Mais moi, Moïse Kounda, personnellement, moi je suis pour toute démarche tendant à chercher la paix dans mon pays qui est la République démocratique du Congo. Mais c'est tellement aussi que ça frise à un niveau où, vous voyez, nous sommes un peu à un niveau de la sensation, tout ça, mais je pense que nous devons surpasser ça. C'est normal, en tant que patriote, tout ça, de voir nos pasteurs aller serrer les mains aux hommes qui ont tué, qui ont massacré nos frères. Ça frise, ça donne de la colère. C'est pour chercher la paix. Pour chercher la paix. Alors, quel est le comportement quelle est l'attitude que la population doit adopter pendant tous ces temps pour que, où nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre? Parce que nous avons déjà fini l'émission. Soutenons notre pays. Je ne parle pas de soutenir le président de la République. Félix Tshisekedi va passer, le Congo va rester. Soutenons le pays. Si M. Félix Tshisekedi, qui est l'actuel président,
prend des positions que nous trouvons que ça va en faveur de la population, nous applaudissons. Mais si ça va à l'encontre, et les Congolais n'est pas dit, vous voyez un peu, mais actuellement, ce que nous voyons, c'est qu'il y a une grande partie de ces décisions qui vont en faveur de la population, c'est-à-dire le Congo ne pillera pas. Ça, nous sommes d'accord. Mais pourquoi on n'attaque pas? C'est aussi là aussi le problème que nous condamnons, et c'est là aussi nous mettons la pression, comme pour dire que nous devons attaquer parce que la défense de la patrie est sacrée. Donc, chers Congolais, chers compatriotes, soutenons notre pays. Je rappelle qu'on vient de soutenir le président de la République. Le président va passer, mais le Congo va rester. Il y aura un autre homme qui viendra, et ainsi de suite. Cet homme-là aussi passera, un autre viendra, ainsi de suite. Le Congo va demeurer. Si aujourd'hui le Congo est envahi, ces gens-là vont venir nous dicter les choses. Nous serons en esclavage, chers Congolais. Nous sommes en guerre, nous sommes en insécurité. Il ne faut pas voir seulement Goma. Parce que ce qui est arrivé à Goma peut arriver partout au Congo. Parce que ces gens-là ont des objectifs. Ils ne visent pas seulement. Hier, ils avaient visé Goma. Aujourd'hui, ils sont en train de viser Bukavu. Ils vont viser Maniema. Ils vont viser. Vous voyez? Donc c'est le Congo qui est en danger. Nous devons prendre conscience, chers Congolais. Soutenons les institutions du pays. Soutenons les Congos. Parce que le Congo est à nous. C'est un pays que Dieu nous a donné en héritage. Merci Moïse Kunda, merci à vous fidèles téléspectateurs pour le temps et l'attention que vous avez accordée à cette émission Entrevue. Nous vous demandons de soutenir la République démocratique du Congo. 2 345 410 km², c'est ça la République démocratique du Congo. De l'Est à l'Ouest, Nord, Sud. Mettons-nous autour d'une table, soutenons-nous, soutenons nos forces armées pour que nous puissions conserver le territoire national. Merci à Hugues Assisakio, merci à Merdi Soukama et je salue aussi Olivier Bidiaka, coordonnateur des Family Group Télévision, et merci à vous téléspectateurs. On se fixe rendez-vous pour notre prochain numéro de votre émission Entrevue. Bye.